Et si l'Afrique n'était pas pauvre, mais systématiquement dépouillée, depuis des décennies, la planète regarde l'Afrique à travers le prisme de la pauvreté. Les images de famine, de conflits et de misère semblent s'imposer comme une fatalité. Mais derrière cette façade se cache une autre réalité, presque toujours ignorée, celle d'un continent d'une richesse inouïe, victime d'un système d'appauvrissement méthodique. Au cœur du Sahel, là où les dunes côtoient des oasis insoupçonnées, trois nations longtemps cataloguées fragiles, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, osent aujourd'hui ce que beaucoup croyaient impossible. Rejoints par le Togo, ces pays esquissent une révolution silencieuse. Ils posent ensemble les fondations d'un système bancaire régional, conçu loin des regards occidentaux, hors de toute tutelle étrangère. Ce projet, qui pourrait sembler anodin, remet en cause plus d'un siècle d'habitude, de domination et de dépendance économique. Ce mouvement n'est pas né d'un nationalisme soudain, mais d'une analyse lucide des causes profondes de la pauvreté endémique. Depuis l'ère coloniale, la gestion des ressources, la circulation de l'argent et le pouvoir de décider des priorités africaines sont restés sous contrôle extérieur. Les règles du jeu ont été écrites ailleurs, dans des capitales lointaines, dans des langues qui ne sont pas celles des peuples du Sahel. Pour comprendre l'ampleur du défi que relèvent ces nations, il faut revenir en arrière et revisiter ce système. Prenons l'exemple d'un village du Burkina Faso où des familles cultivent dans le coton depuis des générations. Chaque année, elles travaillent la terre, récoltent et espèrent des jours meilleurs. Pourtant, le prix auquel leur coton est vendu est fixé à Londres ou à New York, non pas dans les marchés locaux. Le résultat ? Une grande partie de la valeur créée s'évapore, captée par des intermédiaires et des spéculateurs lointains. L'histoire se répète avec le cacao en Côte d'Ivoire, l'uranium au Niger ou encore l'or au Mali. À chaque étape, une règle s'impose. L'Afrique produit, mais la richesse s'envole ailleurs. Cette mécanique n'est pas propre au continent noir. On la retrouve dans d'autres régions du monde, parfois à d'autres époques. En Amérique latine, par exemple, au XIXe siècle, des pays comme le Pérou ou le Chili exportaient maintenant du guano et du nitrate vers l'Europe, s'endettant massivement pour financer leur infrastructure, mais ne conservant que des miettes de la valeur ajoutée. Le schéma est identique: extraction, exportation, appauvrissement. En Afrique, ce cercle vicieux s'est institutionnalisé. Lorsqu'un État souhaite construire une école, une route, un hôpital, il doit souvent emprunter à des taux élevés, auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale ou de banques commerciales occidentales. Ces crédits, non octroyés sous conditions, imposent leur lot de réformes, souvent au détriment des priorités nationales. Les exemples abondent. Au début des années 90, de nombreux pays africains ont dû réduire les budgets de la santé et de l'éducation pour satisfaire aux exigences des créanciers, ce qui a eu des conséquences dramatiques sur le développement humain. À chaque prêt, une partie de l'argent sert à rembourser des dettes antérieures ou à payer des entreprises étrangères chargées de réaliser les projets. Ainsi, même lorsqu'une route est construite, les bénéfices, profits, salaires, expertise repartent vers les pays du Nord. La dette, elle, reste sur place, léguée aux générations futures. Ce cycle de dépendance n'est pas une fatalité. Il résulte d'un choix politique et économique, parfois présenté comme inévitable. Mais de nombreux exemples historiques montrent que d'autres voies sont possibles. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, alors ruiné, a choisi de protéger ses industries naissantes et de contrôler ses investissements étrangers. En quelques décennies, il est devenu l'une des premières puissances économiques du monde. La Corée du Sud, dans les années 60, a suivi une stratégie comparable, en misant sur l'éducation, l'industrialisation et la maîtrise des finances publiques. L'Afrique, elle aussi, a tenté à plusieurs reprises de sortir du piège de la dépendance. Dans les années 60, des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Modibo Keïta au Mali ont rêvé d'une monnaie africaine, d'une banque de développement continentale et d'une intégration économique régionale. Ces projets n'ont pas abouti, freinés par des pressions extérieures et des divisions internes. Mais l'idée n'a jamais disparu. Aujourd'hui, la création d'un système bancaire régional indépendant au Sahel marque un tournant sans précédent. Pour la première fois depuis des générations, des pays africains reprennent la main sur des leviers clés: l'émission monétaire, la gestion des flux d'investissement, la planification des infrastructures. Ce choix, loin d'être anodin, est porteur d'espérance mais aussi de risques. Prenons l'exemple concret d'une centrale solaire construite dans le nord du Niger. Dans le schéma ancien,
Le financement, la conception et la construction auraient été confiés à des entreprises étrangères, les profits repartant immédiatement vers l'Europe ou l'Asie. Avec un système bancaire régional contrôlé localement, le projet peut être conçu, financé et réalisé en majorité par des acteurs africains, garantissant que la valeur ajoutée reste sur place, créant des emplois et des compétences. Mais la route vers l'autonomie est semée d'embûches. Historiquement, toute tentative d'émancipation économique en Afrique a suscité de vives réactions des anciennes puissances coloniales ou des centres financiers mondiaux. Souvenons-nous du cas de la Guinée de Sékou Touré, qui en 1958 a choisi de quitter la communauté française. En quelques semaines, la France a retiré ses cadres, détruit des infrastructures et tenté d'isoler le pays économiquement. Plus près de nous, les sanctions contre le Mali en 2022, suite à la rupture avec la France et à la volonté de diversifier ses alliances, illustrent la persistance de ces mécanismes de pression. La résistance à l'émancipation ne prend plus, aujourd'hui, la forme d'expéditions militaires ou de coups d'État orchestrés depuis l'extérieur. Elle s'exprime à travers les agences de notation, qui dégradent la note des pays rebelles, rendant plus coûteux leur accès aux marchés financiers. Elle se manifeste par des campagnes médiatiques, insistant sur l'instabilité supposée, la fragilité des institutions, la montée d'un péril régional. Elle se niche dans les clauses opaques des contrats d'exportation, qui continuent de priver l'Afrique de la pleine maîtrise de ses ressources. Face à ces obstacles, la solidarité régionale devient un enjeu crucial. Le choix du Togo de rejoindre l'Alliance du Sahel n'est pas anodin. Avec sa façade maritime, ses ports dynamiques et son rôle de carrefour commercial, le Togo ouvre à la coalition un accès stratégique aux marchés mondiaux. Historiquement, les pays enclavés ont toujours été à la merci de leurs voisins pour acheminer leurs produits. En créant des corridors logistiques maîtrisés collectivement, les pays du Sahel peuvent réduire leur dépendance aux infrastructures contrôlées de l'extérieur. Ce type de coopération n'est pas inédit. Dans les années 70, les pays scandinaves ont mutualisé leurs investissements dans l'énergie hydraulique et la gestion des forêts, posant les bases d'un développement durable et profitable à tous. De même, l'Union européenne s'est construite par la mise en commun de ressources stratégiques, charbon et acier, afin d'éviter la répétition des guerres et de renforcer l'autonomie collective. L'Afrique peut s'inspirer de ces modèles à condition d'adapter les recettes à ses propres réalités. Au-delà des infrastructures, la souveraineté monétaire est un champ de bataille décisif. Aujourd'hui encore, 14 pays africains utilisent le franc CFA, une monnaie dont la gestion reste partiellement entre les mains du Trésor français. Cela signifie que des milliards d'euros de réserves africaines sont placés à Paris, hors de portée des gouvernements africains. Cette situation freine l'investissement local, prive les États de marge de manœuvre et perpétue un sentiment d'infantilisation économique. La sortie du franc CFA, longtemps tabou, revient désormais au cœur des débats. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger envisagent la création d'une monnaie régionale, arrimée non plus à l'euro mais à un panier de matières premières ou à une devise choisie collectivement. Ce choix, s'il se concrétise, pourrait bouleverser l'ensemble de la zone ouest africaine, en offrant un précédent à d'autres pays tentés par l'émancipation. Mais l'autonomie monétaire ne se décrète pas, elle se construit avec patience et méthode. Pour éviter les erreurs du passé, il est essentiel de renforcer l'intégration des marchés financiers locaux, de développer des banques d'investissement capables de financer les PME, l'agriculture, les infrastructures. Cela implique aussi de former des experts en gestion monétaire, d'investir dans l'éducation financière et de créer des mécanismes de solidarité régionale pour faire face aux chocs économiques. Prenons un exemple pratique. Au lieu d'emprunter à des taux exorbitants sur les marchés internationaux, les pays du Sahel pourraient émettre des obligations régionales, souscrites par des fonds souverains africains, des banques locales et même des citoyens. Ce modèle a fait ses preuves en Asie du Sud-Est, où les bons régionaux ont permis de financer des programmes d'infrastructures sans dépendre des créanciers extérieurs. L'Afrique peut, elle aussi, mobiliser son épargne intérieure pour financer son développement. L'innovation technologique offre également des opportunités inédites. Les systèmes de paiement mobile, comme M-Pesa au Kenya, ont montré qu'il est possible de contourner les réseaux bancaires traditionnels et d'accélérer l'inclusion financière. En mutualisant ces innovations à l'échelle régionale, les pays du Sahel peuvent bâtir une économie plus résiliente, moins dépendante des circuits financiers mondiaux. Mais chaque pas vers l'autonomie suscite des ripostes. Les acteurs extérieurs ne restent pas passifs. Des diplomates multiplient les mises en garde, des organismes internationaux conditionnent leur aide à la bonne gouvernance,
des médias étrangers insistent sur les risques d'isolement ou de chaos. Pourtant, l'histoire montre que les pays qui ont su s'affirmer sur la scène mondiale sont ceux qui ont d'abord refusé la tutelle, accepté les sacrifices et fait preuve de persévérance. L'Afrique n'est pas seule sur ce chemin. Depuis l'Amérique latine jusqu'à l'Asie du Sud-Est, de nombreux États ont dû affronter les mêmes obstacles: dette, domination monétaire, fuite des capitaux. Certains, comme l'Argentine, ont subi de lourdes crises après avoir tenté de s'émanciper trop vite, sans filet de sécurité. D'autres, comme la Malaisie, ont réussi à relancer leur croissance en contrôlant les flux de capitaux et en imposant leurs propres règles. Pour réussir, les nations du Sahel devront éviter deux écueils: l'isolement politique et l'improvisation économique. Cela implique de renforcer les institutions régionales, d'associer le secteur privé, la société civile, et surtout de maintenir l'unité face aux tentatives de division. L'intégration ne sera pas le fruit de discours solennels, mais de projets communs, de réalisations concrètes, d'une volonté partagée de bâtir un avenir différent. La route est longue, mais l'enjeu est immense. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sahel dépasse de loin les frontières de la région. C'est l'idée même d'un nouvel ordre économique mondial qui est en jeu. Si l'Afrique parvient à s'autonomiser, à fixer ses propres règles, à conserver une part plus importante de la richesse produite sur son sol, c'est l'ensemble de la carte du pouvoir qui sera redessinée. Imaginons un scénario dans lequel, d'ici 10 ans, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Togo réussissent leur pari. Leurs économies, plus intégrées, plus résilientes, deviennent des pôles d'attraction pour d'autres pays africains. Des corridors ferroviaires relient le Sahel à la côte atlantique, les échanges intra-africains explosent, les jeunes diplômés restent sur place pour créer, investir, innover. Les entreprises étrangères, autrefois dominantes, doivent désormais négocier d'égal à égal, respecter les normes locales et partager une plus grande part des profits. À l'inverse, si l'expérience échoue, si les divisions internes ou les pressions extérieures l'emportent, le risque est grand de voir se refermer la fenêtre d'opportunité. Les dettes continueront de s'accumuler, la dépendance s'accentuera et la promesse d'un développement autonome sera à nouveau repoussée à plus tard. Pour éviter ce scénario, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Chaque contrat, chaque exportation doit être clairement documenté, les revenus doivent bénéficier aux populations locales. Deuxièmement, investir massivement dans l'éducation, la recherche et la formation professionnelle afin de doter le continent des compétences nécessaires pour maîtriser les chaînes de valeur. Troisièmement, encourager la création de champions régionaux dans des secteurs stratégiques, énergie, agriculture, télécommunications, capables de rivaliser avec les multinationales. L'Afrique a déjà prouvé qu'elle peut innover et surprendre. Dans le secteur des technologies financières, des startups comme Flutterwave ou Wave révolutionnent les paiements. Dans l'agriculture, des coopératives modernisent la production et l'exportation du cacao, du café, du sésame. Dans la culture, le cinéma nigérian, Nollywood, s'impose comme la deuxième industrie mondiale après Bollywood, créant des millions d'emplois et diffusant une image positive du continent. Ces succès, encore dispersés, montrent la voie. Ils prouvent qu'avec de la volonté, de l'organisation et une vision partagée, l'Afrique peut reprendre le contrôle de sa destinée. Mais pour que la dynamique s'accélère, il faut un changement d'échelle, une intégration régionale réelle, une solidarité active entre les États. Il existe déjà des outils pour avancer. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, vise à faciliter les échanges entre 54 pays africains. Si elle était pleinement mise en œuvre, elle pourrait faire de l'Afrique le plus grand marché commun du monde, avec plus d'1,2 milliard de consommateurs. Mais la réussite dépendra de la capacité des pays à harmoniser leurs politiques, à investir ensemble, à surmonter les rivalités historiques. La bataille pour la souveraineté économique ne se gagnera pas en un jour. Elle exige de la patience, du courage et une vision à long terme. Mais chaque pas compte. Chaque école construite avec des fonds locaux, chaque entreprise africaine qui conquiert de nouveaux marchés, chaque contrat négocié à des conditions équitables est une victoire sur la fatalité. Au bout du chemin, c'est la dignité retrouvée qui attend. Celle de peuples capables de décider pour eux-mêmes, de préserver leurs richesses, d'inventer leur avenir. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut réussir, mais comment elle entend écrire ses propres règles du jeu. Le monde observe, parfois avec scepticisme, parfois avec crainte, mais les dés sont jetés. La dynamique enclenchée au Sahel pourrait bien inspirer d'autres régions du continent et au-delà. Car si l'Afrique prouve qu'il est possible de s'affranchir des tutelles, elle montrera la voie à tous les peuples qui, ailleurs, aspirent à plus d'autonomie.
L'histoire est pleine de surprises. Qui aurait parié, il y a 20 ans, sur la montée en puissance du Rwanda, devenu un modèle de stabilité et d'innovation? Qui aurait cru, il y a 50 ans, que la Chine, alors exsangue, deviendrait la deuxième économie mondiale? L'Afrique, bon, à son tour, peut écrire un chapitre inédit de l'histoire économique mondiale. Mais pour cela, il faut accepter de rompre avec les habitudes, de regarder le passé en face et de choisir l'audace plutôt que la résignation. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est le résultat un système que l'on peut défaire puis reconstruire. À l'heure où le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Togo s'unissent pour reprendre leur destin en main, une question brûle toutes les lèvres. Qui demain fixera les règles du jeu? Les peuples du Sahel sont en train d'y répondre. Ils ouvrent la voie non seulement pour l'Afrique, mais pour tous ceux qui, à travers le monde, refusent désormais de demander la permission pour être maîtres de leur avenir. L'heure n'est plus à la résignation. L'enjeu n'est pas seulement économique, mais profondément humain. Il s'agit de reconquérir le temps, l'influence, la dignité. Et si l'Afrique, en refusant d'être spectatrice, devenait l'auteur de la prochaine grande transformation mondiale? Cette fois, la question n'est plus « l'Afrique peut-elle y arriver ?», mais bien « qui osera encore l'en empêcher ?»